Bonjour, je suis Franck de G-Team. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast des Birdies plein la tête. Alors, du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Michel Comte qui nous reçoit virtuellement chez lui. Bonjour Michel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Michel est judoka, champion du monde vétéran en 2019. Alors, on va aborder les thèmes qui nous sont habituels, la rencontre avec sa passion, les rêves de gloire sportive, et puis à un moment, une vie qui prend une autre direction. On verra pourquoi et comment, pour revenir à la compétition et au plus haut niveau, à 40 ans passés, avec après ça, une nouvelle expérience de la compétition avec des finales, des échecs en finale, et puis une consécration avec un titre mondial. C'était en 2019. On le voit, on a là un chemin de vie, des rêves, des envies, sans doute à certains moments des déceptions, avec des moments clés, des rencontres et puis un travail sur soi. C'est de tout ça dont nous allons parler, mais on va commencer par le début. Alors Michel, donc, les débuts, alors on peut commencer avant si tu veux, mais c'est déjà la rencontre avec le judo. Est-ce que tu viens d'une famille de judokas ou une famille de sportifs? Comment ça s'est passé? Non, absolument pas. Moi, je viens pas d'une famille de sportifs. Je viens d'une famille de passionnés de sport à la télévision, en fait. Quand j'étais petit, je regardais le Tour de France avec mon grand-père tous les ans. Ma grand-mère me réveillait le samedi soir pour regarder le catch avec elle à 11 heures du soir. Et mon père regardait tous les matchs de foot. Voilà. Sinon, personne ne faisait de sport dans la famille. J'ai été le premier à m'y mettre vraiment. Et ça s'est fait comment, cette Euh, rencontre avec le Ça judo? s'est fait tout simplement avec il y a un club de judo qui était juste en face de chez mes grands-parents, auquel mon grand-père avait prévu de m'inscrire depuis mes 6 ans. Mais mon père ne voulait pas, il pensait que c'était trop dur pour moi, il avait peur que je me fasse mal à cet âge-là. Donc du coup, j'ai attendu, et puis j'ai finalement eu le droit d'aller faire du judo à pratiquement 13 ans, Ah 12 oui, ans donc l'attente a été et longue 11 alors. mois. Ah ouais, j'ai appris la patience très tôt, moi. Et ouais, du coup, autant te dire que j'avais très envie et que j'avais pas de temps à perdre quand j'ai eu le droit de monter sur le tatami. Voilà, ça faisait un moment que je rongeais mon frein. Et avant ça, donc, il y avait eu d'autres sports pour le coup, entre 6 et 13 ans, pour patienter? Ouais, il y a eu, il y avait eu d'autres sports. En fait, j'ai eu le choix entre le foot et le catéchisme. Alors, c'est pas que j'aimais beaucoup le foot, Ah, mais il y avait quand même c'est un plus de sport très copains. violent, le catéchisme. Ça, faut se méfier, hein. C'est ça. Ah, et puis plus que ce qu'on croit d'ailleurs. Euh, donc finalement, j'ai préféré suivre les copains au foot, mais bon, c'était pas une grande passion, hein. C'était juste une promenade d'entraînement le mercredi et puis pendant les matchs le samedi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a C'était fait pas ma tasse de qu'à thé. 13 ans, le pas a été franchi? C'était tous les ans, tu revenais à l'assaut et on te disait non, pas cette année, puis à un moment, la porte s'est ouverte? Ou est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait qu'à 13 ans, l'inscription au judo s'est faite? Non, c'est le fruit du hasard. On a croisé un ami de mon père un jour qui lui a dit, mais moi je fais du judo juste en face, c'est bien. Alors ben voilà, du coup il connaissait quelqu'un qui allait, il lui a dit que c'était pas un sport violent. Il a été d'accord pour que j'aille essayer. Et puis voilà, puis du coup du jour où j'ai essayé, ben, je suis plus jamais descendu du tatami. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que tu es un jeune comme ça, enfant, tu es un petit gabarit ou est-ce que tu étais. Parce que d'où venaient les inquiétudes de ton père par rapport au sport? Ça venait de nulle part ou est-ce que c'est parce que tu avais peut-être une constitution euh, un peu, euh, un peu fragile ou de cet ordre-là? Ah, je vais devoir livrer les secrets là. Ouais, j'avais un petit gabarit. Ouais. Ma prof de CP m'appelait Moustique d'ailleurs. Mais en fait, c'était pas trop ça la préoccupation de mon père. C'est que lui, c'est quelqu'un qui est un peu violent, qui s'est beaucoup battu dans sa vie et je crois qu'il voulait me protéger. Il voulait pas que je vive tout ça. Donc, il avait peut-être décidé que je fasse un sport où je joue à la baballe tranquillement. Voilà, je pense que c'était plutôt ça le truc. Rester au calme en fait, pour pas réveiller la bête. Ouais, voilà, ouais, ça, ouais. Sauf que ben, quand on ne joue pas avec sa nature, c'est pas tellement rigolo, quoi. Du coup, je crois qu'il m'a toujours manqué ce côté combat quand j'étais petit. Je rêvais d'être boxeur. Voilà, D'accord. quand je voyais les boxeurs à la télé, c'était mes dieux vivants, quoi. Et puis, j'avais pas le droit d'y aller. Ah. Bon. Alors donc à 13 ans, la rencontre se fait, le tatami devient ta deuxième maison. Et à partir de là, Ouais, alors c'est ça. est-ce qu'il y a des gens qui, dans ces premières années-là, sur ces premiers contacts, cette initiation, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré particulièrement?
Oui, mon premier professeur, M. Vaquier, qui était un grand compétiteur, il n'a jamais fait de titres internationaux, mais il s'est toujours classé au niveau national dans toutes les catégories, puisqu'il a commencé en léger à cause d'une opération qui fait qu'il a pris du poids petit à petit. Il avait une aura incroyable, un savoir-faire, il forçait l'admiration, quoi. Moi, quand j'ai commencé le judo, il avait 34 ans, il devait faire 100 kilos, il s'entraînait tous les soirs avec les petits jeunes. Je me suis d'ailleurs entraîné avec lui et il nous faisait des vrais combats, hein. Il ne nous a jamais fait de cadeaux. Il nous a tous permis de progresser à notre maximum en nous respectant, mais en nous montrant ce qu'était le judo. Voilà. Après, on est peu nombreux à avoir continué, mais je crois qu'il a formé beaucoup de judokas de qualité. C'était un grand club ou c'était un petit club c'était un club avec des ambitions sportives qui emmenait des équipes en compétition ou c'était plus modeste Ben, en fait, je ne peux pas dire si c'était un grand club ou un petit club. C'était le club en face de chez mes grands-parents. Donc, du coup, on m'a envoyé là-bas, je suis allé là-bas. Ouais. Mais je crois qu'à l'époque, il n'y avait que des grands clubs parce qu'il n'y avait que des compétiteurs. Et du coup, moi, tous les week-ends, j'allais voir les grands combattre. En fait, mon prof séparait les ceintures blanches des autres. Donc, j'avais des cours de ceinture blanche qui étaient assez blanc-blanc. Pour avoir le droit de m'entraîner avec ceux de mon âge, donc ça c'était le mardi, vendredi, pour pouvoir m'entraîner avec ceux de mon âge, parce que j'ai commencé tard, le judo ça commence à 6 ans en gros. Eh ben, je venais le lundi et le jeudi en plus, parce que j'avais le droit de venir le lundi et jeudi avec ceux de mon âge au cours compétition, mais qu'à condition de pouvoir venir le mardi et le vendredi au cours de ceinture blanche. Puis de là, un jour, je vois un copain qui passe devant chez moi un mercredi. Je lui dis, mais où tu vas? Et il me dit, bah, je vais au judo. Et le cours des tout petits aujourd'hui. Ah ouais, le cours des tout petits. J'ai pris mon sac, je suis allé au cours des tout petits. Donc ça faisait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le vendredi, à 13 ans, j'étais déjà un petit peu costaud. Donc du coup, après le cours des compétiteurs, je restais la moitié du cours adulte. Et après, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Donc voilà, on a déjà inventé la section sport-études du quartier à l'époque, quoi. Alors justement, parlons de sport et d'études. Pendant cette période-là, est-ce que tu as considéré des orientations professionnelles? C'était peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu voulais faire des études particulières ou est-ce que tu avais des visées sur un métier en particulier ou est-ce que c'était encore très flou à cet âge-là? Non, je savais pas trop. Moi, dans ma famille, tout le monde était dans la boucherie. Donc, dans mon idée, j'allais travailler dans la boucherie. Voilà. Puis après, il fallait continuer à aller à l'école. J'étais pas trop mauvais. Donc, mais j'aimais pas trop l'enseignement général. Alors, j'avais trouvé un truc, j'aimais bien bricoler mon cyclo. Donc, du coup, il y avait un lycée technique à côté de chez moi qui préparait un bac. C'est un brevet de technicien. Mécanique auto, c'était entre le bac et le Le BEP. BEP, C'était ouais. l'intermédiaire entre le BTN, c'était un bac technique, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. Brevet de technicien, c'était. Et c'était vraiment entre le BEP et le BTS. C'était entre les deux. Il n'y avait pas de bac mécanique auto, il y avait ça. Voilà. Donc, je me suis lancé là-dedans, mais c'est le moment où j'ai été vraiment pris de passion par le judo, où j'avais très envie d'exploser, j'avais envie d'être champion olympique, hein, c'était mon rêve. Moi, je voulais vivre ça, je voulais voyager, je voulais faire des grandes compétitions, je voulais avoir des titres. Donc, petit à petit, j'ai bien laissé glisser les études quand même. Et j'ai réussi, j'ai réussi difficilement, c'était mission impossible, mais à rentrer à la section sport-études. Voilà. D'accord. Alors, donc ça, Euh, c'est l'équivalent du lycée. Tu avais quoi, 16, 17, 18 ans et qui est-ce qui te faisait rêver pour le coup quand les premiers rêves de gloire sportive, tu, ils ont été incarnés par des gens que tu voyais à la télé ou Bernard Choulouguian, qui était champion du monde marseillais, c'était l'ami de mon prof, Monsieur Vaki. Ils étaient du même club tous les deux. Il passait une fois par an nous faire un petit cours technique gentiment, combattre avec nous. Du coup, je faisais des stages avec lui l'été. Ouais, c'était mon idole. Ouais, c'était un grand champion. Thierry Ray, qui était dans ma catégorie, moins de 60 kilos, tout gagné, 24 ans. Il était junior, il était déjà champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Quoi. C'était voilà, le dieu vivant du judo. Et puis, ouais, c'est de là. C'est de là beaucoup. Ouais. Shinji Ozokawa, un japonais qui gagnait tout. Yamashita, qui a jamais perdu un seul combat, même si c'est pas la même catégorie. C'est incroyable, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'à cette époque-là, c'était vraiment des icônes, quoi. Et puis ça le sera toujours. C'est mes idoles et le reste, sur ces ils sont jeunes années, irremplaçables. je parlais avec
Alexandra Recchia très récemment, et elle distinguait vraiment deux parties dans son éducation au karaté, en ce qui la concerne, avec une partie qui avait été les débuts pendant très longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années, avec une partie très martiale, très traditionnelle, très orientée sur la philosophie, la culture, etc. Et moins la culture sportive, pour le coup, à tel point qu'à un moment, son maître lui avait conseillé, parce qu'elle avait des ambitions, des envies de compétition, d'aller poursuivre son apprentissage dans un autre club qui était plus orienté justement vers la compétition sportive. Est-ce que toi aussi, tu as vécu ça et tu as senti ça dans le judo, avec d'un côté ce côté plutôt martial et traditionnel, éducatif, et le côté plutôt plus orienté sur la performance sportive? Alors non, je dirais que dans le judo, on a un peu perdu le côté vraiment art martial traditionnel comme ils ont pu garder au karaté. Et moi, je suis issu d'un club où le professeur était un compétiteur. Donc, en fait, on ne faisait que des cours. Enfin, on apprenait beaucoup de techniques aussi. Hein, c'était un très bon professeur, mais tous les cours étaient basés sur la compétition. Toute la programmation était faite pour aller gagner la compète du dimanche. Et puis, le samedi, dimanche, les compètes, il y en avait tous les week-ends à ce moment-là. Donc, du coup, je me suis jamais posé la question, je tombais là-dedans. Et puis, moi, ce qui me plaisait, c'était la bagarre, quoi. C'était les combats. C'est pour ça que du cours débutant, je m'esquivais dès que je pouvais pour faire les cours compétiteurs. Et après, il n'y a pas eu la question de changer de club. C'était pas une obligation parce que on avait les sections sport-études à l'époque et tous les meilleurs compétiteurs régionaux se retrouvaient là-bas. Donc j'ai été intégré en section sport-études, j'aurais pu rester sur le même club. Après, c'était une décision de trouver un club plus fort avec beaucoup de partenaires d'autres catégories plus forts aussi pour pouvoir combattre par équipe au championnat de France, viser d'autres titres, faire des grandes compétitions internationales, ce qu'on ne faisait pas dans mon quartier, quoi. Voilà. Mais Pardon, c'était où pour le coup? C'était à quel endroit? à Marseille, Ah au oui, judo club Coder. Alors c'était un club qui dépendait d'une société qui s'appelait Coder, qui fabriquait des wagons de train et des remorques de camions en fait, qui est devenu après Saint-Marcel Ferroviaire. Puis la société a fermé, le club est resté. Donc le club y est d'accord. toujours. Ah oui, donc Mais mon prof est à la retraite. c'était les associations sportives qui étaient liées à des grosses entreprises, Ouais, c'est avec ça. le côté paternaliste d'il y a longtemps. D'accord. C'est Euh, ça. à quel moment est-ce que tu as commencé? Donc, il y a les rêves qui sont presque un peu parfois des fantasmes, hein. Quand on est tout petit, on se voit champion du Ouais. monde alors qu'on sait à peine jouer. À quel moment tu as commencé à te dire, bon, là, voilà, je suis en train de faire des résultats, c'est encore loin, mais je suis un petit peu, je suis sur le chemin, quoi. À quel moment tu as commencé à avoir des résultats sportifs qui t'ont convaincu et qui t'ont donné plus confiance? Je me suis jamais posé la question et je crois que ça a été tout de suite. D'accord. Je sais pas, j'ai de suite compris le truc. Je voyais très bien que j'arrivais à gagner des combats contre des gars qui faisaient du judo depuis 5 6 ans. Moi, j'arrivais à peine. Tout le monde me le disait en plus, donc j'étais obligé de m'en rendre compte, même si au fond de moi, je sentais que je comprenais pas pourquoi ça marchait, quoi. Mais ça marchait. Ma première compète, j'étais ceinture blanche la veille. Mon prof il m'a prêté une ceinture jaune, il me l'a pas fait passer pour que j'ai le droit de combattre. Et là, je gagne 3 combats. Je perds en demi-finale contre le copain du club qui me disait que j'étais super fort d'ailleurs, Christophe, qui était vice-champion de Provence, lui. Donc je perds contre lui, mais je perds honorablement. On fait un très beau combat. Et en place de troisième, je rencontre un gars qui est ceinture bleue. Donc ceinture bleue, c'est 2 avant la ceinture noire. Et là, mon prof il est venu me voir. Je me rappellerai toujours de ce regard. Il est venu me voir et me dit Michel, la ceinture, ça ne sert à rien. Et moi, j'étais en train de le regarder et j'étais en train de me dire mais tu me racontes n'importe quoi, mais j'en avais rien à foutre de cette ceinture. Et je l'ai gagné, cette médaille de bronze, je l'ai gagnée alors que j'étais ceinture blanche la veille, quoi. Voilà. Mmh. Donc du coup, j'ai été ceinture jaune et il me l'a laissé, il me l'a donné. Bon. Et après, c'était quand ça? C'était 13-14 Ça, ans, un peu plus? j'avais 13 ans. Oui, 13 ans, ma première année. d'accord, Ma première année de judo. J'ai passé toutes mes ceintures en 3 ans et demi. d'accord. Et donc, 16 ans et demi, tu es ceinture noire. Et là, c'est quoi? C'est Ouais. un nouvel univers qui s'ouvre quand on passe ceinture noire au judo? Comment ça se passe? Non, pas obligatoirement. C'est voilà, elle vient avec les résultats puisqu'il faut gagner des combats pour l'avoir, mais c'est pas obligatoire. Il y a des gars ceinture marron qui sont super forts parce qu'il y a Mhm. une épreuve technique pour être ceinture noire.
Il y a des katas à passer, il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, qui n'ont pas envie, qui traînent avec leur ceinture marron sur des podiums du championnat de France. Et puis, voilà, ça n'empêche pas d'être très, très fort. C'est totalement différent, on va dire, le niveau des grades et le niveau en compétition, c'est pas obligatoirement lié, quoi. Donc, on retrouve là un Moi, ce peu que cet esprit de technique traditionnelle et d'un autre côté sportif qui est du coup là un petit peu différencié. Et ce qui compte dans la compétition, c'est d'aller, quelle que soit la ceinture, c'est d'aller gagner les combats, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Là peut-être qu'on retrouve plus la différence justement avec ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Les Ouais. gars qui ont progressé dans les grades sont vraiment des gars qui sont très attachés à la technique, un peu à la spiritualité. Après, on peut être attaché aux deux aussi. Mhm. Après, on peut être attaché qu'à la compétition. Voilà, chacun fait son choix, trouve son chemin. Ce qui est important, c'est de s'épanouir, voilà, de se régaler dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qui a été, d'après toi, enfin, ton premier titre marquant? Vraiment le premier où tu te dis, waouh, là, je viens d'accomplir quelque chose de chouette. Alors, je ne dirais pas le premier titre marquant, je vais dire le premier échec très marquant. D'accord? Euh, J'étais ceinture verte en cadet deuxième année, donc je devais avoir 2 ans de judo. C'était ma deuxième année de judo. Et je me suis sélectionné au championnat de France corporatif, puisque mon club était un club Oui. corporatif de la grosse société de Coder. Et là, je me retrouve à Paris, au stade de Pierre de Coubertin, que je voyais à la télé. Je n'avais jamais vu, j'étais jamais allé à Paris, moi, j'avais jamais pris le train, c'est la première fois. Et on était 30 dans la catégorie. Il n'y avait que des ceintures noires, une ceinture bleue et moi, ceinture verte. Et là, je gagne 4 combats par ippon. Je fais la demi-finale où je perds, je me fais immobiliser. Et après, je perds ma place de troisième parce que j'étais vraiment au bout physiquement et je n'avais jamais fait de compétition de ce niveau. Mais donc, je fais cinquième au championnat de France. J'ai dû pleurer 8 litres d'eau. Et puis, je me suis quand même rendu compte que j'y étais, quoi. Que j'y étais et puis que j'y étais en 2 ans. Voilà, donc ça a été, ma révélation, elle a été là. Ça a été un peu cette compétition, ça m'a montré de quoi j'étais capable et puis ce que je voulais faire et que voilà, je me suis dit que là, je voulais y arriver. Alors, est-ce qu'on peut faire des plans de carrière pour le coup? Est-ce qu'à 15-16 ans, on peut se dire qu'à un moment, le judo, ça va être son métier? Ou est-ce que, compte tenu voilà, des débouchés, même des possibilités financières que ça offre, c'est pas tout à fait envisageable? Est-ce qu'on peut faire des plans de carrière, enfin en tout cas envisager de devenir professionnel en judo? Alors, ça doit être très 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 difficile. Pour ma part, je me suis jamais posé la question. En fait, moi, j'avais décidé d'y arriver. Je me suis lancé à fond dedans. Je me suis jamais demandé si ça allait me payer, me nourrir. J'étais chez mes parents, tout allait bien, quoi. Voilà. J'étais tout jeune, hein. Je n'en sais absolument rien. Je crois que j'avais une foi en cette voie de la compétition dans laquelle je voulais performer et m'épanouir. Et puis j'ai tout laissé de côté, quoi. J'ai absolument pas réfléchi. Absolument pas réfléchi. D'ailleurs, peut-être que c'est un bien que ça n'ait pas fonctionné parce que du coup, j'ai pu faire autre chose à côté et puis ça fonctionne maintenant. Et Mais justement, ouais, est-ce qu'à ce moment-là, donc, parce que ce sont des disciplines exigeantes avec, voilà, qui sont fatigantes, qui demandent de l'entraînement, quelle place ça occupe à ce moment-là? Alors, entre cette période 15-18, dans la vie en général, est-ce que pour le reste, tu as une vie normale, tu sors avec des copains, tu fais ou est-ce que tu as une vie très, très axée sur tes objectifs sportifs? je vais dire qu'on n'est pas tous pareils, mais moi, à ce moment-là, j'étais à fond dans le judo. On en parle souvent. J'ai des amis qui faisaient du vélo. Et moi, je faisais un peu de vélo. Ils me disaient bah, tu connais le col de truc, le col de maille. Je dis, non, non, moi, je connais que les gymnases à Marseille. Je connais rien d'autre. Et avec mon ami actuellement, avec ma compagne, souvent, elle me dit ah, mais tu connais pas cette boîte. Ah, non, moi, je connais que les gymnases. Je connais rien d'autre. C'était où je combattais, où j'allais voir les grands combattre pour apprendre. C'était, voilà, des fois j'allais voir les petits parce que ça me faisait plaisir d'aller voir les petits du club qui combattaient. Non, j'étais à fond dedans, je ne pensais à rien d'autre. D'accord. Et la vie de club, est-ce que c'est quelque chose justement qui complète avec où on rencontre des copains, on se crée une espèce de deuxième famille dans les vies de club on retrouve ça dans le judo? Ouais, absolument, ouais.
Oui, oui. J'ai la chance d'être dans un club où nous sommes 5 en équipe de France vétérans et c'est vrai que quand il en manque un, c'est pas pareil. Chaque fois qu'on voyage, on est ensemble et il nous arrive très souvent de dormir dans la même chambre. Des fois, on dort même dans le même lit parce qu'on se trompe, on prend des chambres à un seul lit, ouais, ça arrive. Euh, ouais, et puis c'est des frères et des sœurs de cœur, quoi. On est pareil en fait. Donc, c'est justement, je pense que c'est beaucoup, beaucoup pour rester ensemble qu'on continue cette carrière internationale maintenant, quoi. Alors, il y a ces débuts qui sont pour le coup prometteurs, avec cette 5e place dont tu nous dis qu'elle est effectivement une révélation et peut-être une affirmation d'ambition pour la suite. Ça se poursuit par des bons résultats au niveau régional, au niveau junior, Mhm. etc. Et tu évoques le fait que tu as eu pourtant du mal à percer au niveau élite. Ouais. Et alors, d'abord, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé et est-ce que tu expliques ça avec le recul? J'ai jamais trop réfléchi, mais en y pensant bien maintenant, j'ai eu deux grosses blessures au pied. Je me suis fait opérer les deux pieds à 2 mois d'intervalle. C'était très dur de revenir. Peut-être que ce moment-là, on va dire, a un peu enrayé la progression. Après, derrière, j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à combattre, mais bon, je grandissais, hein, je vieillissais, il fallait gagner ma vie, donc je suis allé travailler en parallèle, et après, c'était plus la même chose, quoi. J'étais plus en sport-études, je ne passais pas au judo toute la journée, et au travail, eh ben, il faut y aller, 8 heures par jour, les déplacements. Puis les entraînements le soir, ça fait très tard. Quand on se lève à 6 heures du matin, voilà, c'était un peu plus difficile. J'ai un peu lâché le pied doucement, 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 en continuant les compètes. Mais du coup, ça marchait plus aussi bien, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y Et a un moment où tu après, te bon, dis, ben, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, voilà, ce rêve d'aller au top du top, quoi, ça, voilà, ça le fera pas. Est-ce qu'il y a un moment où tu as pris cette conscience de ça ou est-ce que ça s'est installé progressivement comme ça? ouais, j'ai arrêté pendant 8 ans. J'ai laissé tomber complètement. J'ai eu mon premier garçon, Florent. Je me suis consacré à mon travail. Je suis éducateur sportif dans un centre d'enfants handicapés. Je suis prof de judo aussi 3 soirs par semaine. Donc, ça m'occupait beaucoup. Ça m'occupe encore beaucoup, hein. Je le continue aujourd'hui. Euh, et en fait, je m'y suis remis quand Florent est devenu un peu plus fort, qu'il est rentré en équipe départementale. Donc, je l'amenais aux entraînements. De l'emmener à l'entraînement, je m'ennuyais. Donc, j'ai mis mon kimono. De mettre mon kimono, eh ben, j'ai refait du judo du mieux possible. Et puis, je suis revenu et j'ai repris les compètes comme ça. Voilà. D'accord. Donc toutes ces années, malgré tout, tous ces 8 ans où tu n'étais plus engagé en compétition, tu restais connecté au judo de façon assez très impliquée pour le coup, parce qu'avec avec les cours, avec ton fils Mhm. qui démarrait. Et quand tu vois, est-ce qu'il t'est arrivé de voir des gars avec qui tu avais été en compétition directe un peu plus jeune, justement, qui étaient en train de percer? Est-ce qu'il y a eu des expériences comme ça? Ouais, il y en a eu, ouais, il y en a eu plein, hein. Il y a des gars contre qui je combattais, avec lesquels je me débrouillais bien, que j'ai vu aller accéder à des podiums nationaux. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, là, on se dit, ouais, ben, pourquoi pas moi? Mais dans ma tête, c'était trop tard, quoi. À ce moment-là, je ne pensais pas qu'on puisse continuer jusqu'à 51 ans parce que tout le monde nous dit le judo à 30 ans, c'est fini. Donc ça reste un peu quelque part dans notre tête. Alors j'avais déjà un peu plus, moi, hein, parce que j'ai continué à combattre en senior jusqu'à 38 ans, du moment où j'ai repris avec Florent. Puis après, j'ai encore un petit peu arrêté, et puis j'y suis revenu. Donc, une de mes fiertés, quand même, ça a été d'être champion de Provence 3e division à 28 ans et à 38 ans. Et, D'accord. et à 48 ans, ben, c'était l'année où j'ai fait plein de compètes et tout. J'étais pas prêt ce jour-là, j'étais pas au poids, j'y suis pas allé. Voilà. D'accord. Mais Ouais, cette année, j'ai fait 68, 3e en 68. On sélection. fera 68, c'est pas grave. On sautera les 58. Voilà, Les 68, 48. ouais. Ouais, ouais. Non, mais Euh, de toute façon, ouais, j'y retournerai, oui. Ça, c'est un point effectivement sur lequel on reviendra, cette notion de longévité dans des sports qui sont exigeants comme le judoka, comme le judo, avec potentiellement aussi, Ouais. voilà, on peut avoir des accidents, des blessures. Le fait de durer, ça montre qu'il y a une façon de s'y prendre qui permet de durer. Euh, alors, le retour au haut niveau, est-ce qu'il y a là encore, c'est à l'inverse,
est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, OK, bon, bah voilà, je refais un peu de compétition, mais je vais me relancer dans quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. De quelle façon le feu revient? Quand j'ai vu que les championnats vétérans prenaient de l'importance et que les fédérations internationales les organisaient de la même manière qu'elles organisaient les championnats seniors, je me suis dit, là, c'est des vrais championnats. Et puis, je voyais les mecs qui arrivaient à choper des médailles. Et je me disais, ben, c'est possible, quoi. C'est possible, je vais aller essayer. Donc, en 2008, j'ai fait le championnat d'Europe où je fais troisième en République tchèque. Et juste derrière, je fais le championnat du monde où je fais cinquième. En fait, ce que j'essayais de chercher à ce moment-là, c'est mes médailles. Je voulais une médaille européenne, une médaille mondiale, et puis après, c'était bon. Je pouvais mourir tranquille, on va dire, un truc comme ça. Et puis j'ai arrêté. C'est le moment où j'ai arrêté. Et j'y suis revenu en 2014, quand mon deuxième fils, justement, a commencé à devenir un peu plus costaud, qui s'entraînait un peu plus sérieusement, où je suis encore revenu avec lui, comme je l'avais fait avec Florent Lina Ouais. avant. Et en 2014, j'ai fait le championnat du monde vétéran à Malaga, dans un seul et unique but, c'est d'attraper une médaille mondiale. Voilà, je voulais une médaille mondiale et c'était fini. J'en parlais plus, j'arrêtais les régimes, voilà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile aussi. La préparation maintenant, c'est plus pareil qu'à 30 Ouais, de ans, quoi. rester au poids, etc. Ouais. Ouais, ben rester au poids, j'ai calculé, je crois que j'ai perdu 3 tonnes d'œufs dans ma vie. J'ai de l'hernie discale, j'ai de l'arthrose, j'ai des balles partout, mais comme tout le monde. Et puis finalement, quand on ne fait rien, on a aussi mal. Donc voilà, faut faire faut suivre son cœur et puis ça va Mm. bien comme ça. Donc en fait, cette médaille, bah ouais, je l'ai pas eu, c'est vrai. Je l'ai pas eu, mais je l'ai pas eu à cause d'une grosse erreur d'arbitrage en phase de troisième. À demi-finale, il n'y a rien à dire. Je prends une raclée. Le mec est super fort et il est meilleur que moi. Voilà, donc je la perds. Et la place de troisième, c'était vraiment un combat inacceptable, quoi. Il aurait dû être pénalisé à 10 fois, il n'a jamais été. À la fin du combat, il se jette par terre parce que j'essaie de lui faire une balayage. Il se jette par terre en se tenant la jambe comme un footballeur là, qui se blesse. Là, pardon, hein, désolé pour les footballeurs. Et du coup, je prends une pénalité et il gagne comme ça, le gars. Alors que les balayages, c'est pas interdit au judo, de les rater, c'est pas interdit, on a le droit d'essayer. Et lui, il se roule par terre comme ça, je prends une pénalité, il gagne. Je l'ai très très mal vécu, je fais une grosse déprime là, on peut dire dépression. Je me souviens très bien que je m'étais sorti la clavicule pendant les combats et à 4 heures du matin, je dormais toujours pas, j'ai mis mon survêt, je suis allé courir avec mon bras en écharpe dans la veste. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, maintenant je reprends et je vais y arriver. Mm. Donc, c'est la dernière médaille que j'ai ratée, celle de Et Malaga c'était en en 2014. 2014, d'accord. 2014 à Malaga et depuis tous les ans, je fais podium aux Europes et au monde. D'accord. Alors justement, à la suite de ça, alors on va revenir au dernier palmarès et ce qui amène au final perdu et à un sujet qui nous intéresse. Mais avant ça, pendant cette phase, justement, tu parlais des régimes, tu parlais de l'exigence, tu parlais comment ça se vit avec l'entourage pour le coup, là, parce que bah, comme tu l'as expliqué, tu as des enfants, tu as donc une famille, tu as des engagements aussi professionnels. Avec Mm. cette exigence-là, comment ça se gère? Comment on arrive à déjà soit, on imagine qu'on est motivé, mais comment on fait aussi accepter, adhérer l'entourage à des objectifs comme ça qui sont assez, qui peuvent paraître un peu obsessionnels même à un moment et qui sont très très exigeants. Mm. Ben en fait, je crois que je ne me pose pas du tout la question. J'ai pas tellement le choix. Si je veux gagner, si je veux être champion du monde, je dois faire 60 kilos. Donc, il faut absolument que je descende à 60 kilos. J'ai aucun problème à me priver de tout ce que je dois laisser pour arriver à descendre à 60 kilos. Ça ne me dérange pas du tout de préparer à manger pour les autres alors que moi, je vais juste les regarder, pas manger. De les voir manger en face de moi, ça ne me fait rien du tout non plus. C'est comme ça, c'est moi qui l'ai choisi, hein, ils ne m'ont pas imposé. Par contre, bon, ils ne m'ont pas imposé de manger comme eux. Moi, j'ai un rêve, j'y tiens. Voilà, on est à côté, chacun son assiette, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai une assiette d'air souvent. Je limite beaucoup les repas en fin de régime. Oui. Et donc, c'est pas quelque chose dont tu estimes que ça a compliqué ta vie sociale ou est-ce que, voilà, si peut-être, mais en fait, c'était le prix à payer, donc du coup, tu t'es jamais posé la question de savoir si c'était bien ou pas, quoi.
Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ma ligne de conduite, que c'est mon rêve, que c'est ma passion et que c'est ce que j'ai envie de vivre sans me reprocher quoi que ce soit maintenant en plus. Parce que j'ai une compagne qui est à 100% derrière moi. C'est elle qui m'a repoussé à faire du judo d'ailleurs, hein. Moi, j'en faisais plus. Je faisais 71 kilos quand je l'ai rencontré. J'avais complètement arrêté. Je jouais un peu de guitare. En fait, c'est la guitare qui se jouait de moi. Voilà, c'est le seul exercice que je faisais. Et puis, puis petit à petit, j'ai repris le sport pour être en forme. Et puis pour être en forme, ben, j'ai voulu être plus en forme. Et puis je suis remonté sur le tapis avec le petit, avec Romain, hein, mon dernier, qui est ceinture noire aussi là, depuis le mois de décembre. Ah, c'est vrai. Et puis je l'ai suivi en compète, donc ça m'a redonné envie. Et voilà, 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 voilà. Et puis Corinne me dit, bah, les compètes, mais non, t'es pas trop vieux. Tu t'entraînes avec eux, tu les fais tomber 3 fois par semaine. Tu peux très bien y aller le dimanche aussi. Donc je me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et hop, bah, du coup, c'était reparti, quoi. Est-ce, Mais c'est est-ce- plus facile quand on est soutenu derrière. Bah oui, oui, ça paraît, surtout à ce moment-là de la vie, effectivement, je pense que ça doit être assez déterminant. Est-ce que tu vois un niveau, enfin une différence, une grosse différence de niveau ou de préparation entre le niveau élite et le niveau vétéran? Ce sont vraiment deux mondes différents ou c'est simplement un autre type de pratique qui tient compte voilà, de l'âge et des capacités physiques qui évoluent? Parce C'est que difficile à, tu disais tout à l'heure que c'est les compétitions difficile. étaient organisées avec beaucoup de sérieux, justement, et que c'était vraiment, enfin, Oui. c'était pas du folklore, quoi. C'était vraiment, c'était sportif et c'était. Non, non. Les gars vétérans sont hyper prêts. Il y a beaucoup d'anciens champions qui combattent en vétéran. Il y a des anciens champions olympiques. Les Russes, ils sont monstrueux. Les Russes qu'on voit sur les tournois, enfin, sur les championnats d'Europe, championnats du monde, c'est des mecs qui étaient en équipe nationale, hein. Maintenant, ils sont militaires. Donc, en fait, en plus, ils sont payés pour ça. Ils font que ça toute la journée. Mais je peux pas trop faire la différence avec les élites parce que les élites de mon âge, en fait, c'est une autre ère, quoi. C'est plus les élites de maintenant. Je sais qu'ils respiraient que pour ça et qu'ils s'entraînaient 8 heures par jour. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qui se fait. Moi, ce que je sais, c'est que je ne me suis jamais entraîné autant que ce que je fais actuellement et, et que je pense déjà, j'arrive à rétablir mes records en musculation. Bon, en vitesse, non, hein, en course à pied, c'est fini, c'est cuit, hein. En vitesse, j'essaie de réduire un peu la descente, voilà. Mais en musculation, ça revient. En judo, ça revient facilement. Même en travail technique, alors hein, il y a un petit moment où ça descendait, puis là, hop, j'arrive à retrouver de nouveaux trucs que j'avais perdus, puis de nouvelles techniques que j'ai jamais faites. À appréhender les compétitions autrement. Donc, je dirais que j'ai jamais été aussi prêt qu'actuellement. D'accord. Est-ce que avec le temps, peut-être pas pour maintenant, mais peut-être pour après, il y a d'autres disciplines qui te tentent comme une évolution vers autre chose, ou est-ce que pour toi, le judo, c'est ton sport, c'est ta pratique, et tu te vois pratiquer cette activité avec assiduité aussi longtemps que tu pourras mettre les pieds sur un tatami? Non, je crois que le judo, c'est mon sport et que je ne sortirai pas. Il y a plein de choses qui m'ont plu ou qui m'auraient plu. J'ai fait de l'équitation aussi. J'avais une jument qui était super forte. Alors, c'était pas des grands concours, hein, mais c'était des courses dans la colline. Bon, elle n'a jamais perdu. On a fait ça à fond, hein. Je rentrais à 10 heures du soir, j'entraînais. Le matin, je me levais, je m'occupais d'elle avant moi. Après, j'ai fait du triathlon aussi, hein, où je suis bien pris à être nageur, mais c'était un objectif pour moi de faire 1,2 km dans l'eau en survivant pour pouvoir partir en vélo derrière. J'ai fait beaucoup de courses à pied. Je suis quand même revenu au judo et là, j'ai plus envie d'en sortir. En fait, j'étais sorti du judo à cause des blessures parce que par rapport aussi à ce qu'on entend. On entend de nos profs que le judo c'est dur, qu'on ne peut pas durer longtemps, que c'est traumatisant, etc. Mais ben, le judo c'est pas plus traumatisant qu'autre chose si on, je sais pas, si on gère bien son entraînement, quoi. Si on arrive à bien planifier son année, et puis ça permet de rester en forme. Oui, ça permet de rester en super forme physiquement. Donc moi je me vois bien continuer pour toujours. On parle beaucoup, donc, à la base, nous, on accompagne donc le projet sportif de notre fils aîné, Théo, c'est dans le golf. Et dans Mhm. l'écosystème d'un professionnel, il y a pas mal de gens, Ouais. préparation mentale, préparation physique, golfique, etc. Est-ce qu'on retrouve ça dans le judo, notamment maintenant, avec
avec peut-être un surcroît de professionnalisation par rapport à ton époque. Est-ce qu'on retrouve ça dans le judo, justement, cette conscience de se préparer le corps pour éviter les blessures, travailler en récupération, sortir peut-être parfois de la logique justement no pain, no gain, on y va, on s'entraîne à travers la douleur, avoir peut-être une, une approche un peu plus mesurée et qui tient compte de ces évolutions-là. Est-ce qu'il y a ça dans le judo ou pas, ou de quelle façon ça se passe? Alors, je dirais qu'il y a ça dans mon équipe parce que je sais pas trop comment ça s'est goupillé, comment ça s'est tricoté, mais j'ai toute une équipe de professionnels tout autour de moi. Déjà en commençant par les sponsors, parce que sans sponsor, nous, l'équipe de France Vétérans, en fait, c'est un nom sur un papier. Si on doit les combattre, chaque fois, c'est 150 € pour combattre la compète. Puis c'est le voyage, c'est l'hôtel, c'est les jours chômés où on n'est pas payé. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Donc, sans sponsor, déjà, c'est impossible, c'est impossible de suivre une carrière vétéran. Ça, c'est la première des choses. Et puis après, je crois que chacun va chercher un peu ce qu'il a besoin, où il va, où il ne va pas. Moi, j'aime bien faire les choses à fond. Moi, je sais que j'ai une ostéopathe qui est au top du top. J'ai un kiné qui est au top du top. J'ai un prof de judo qui est le meilleur de tous. Si c'est pas pour rien que 2 fois par semaine, je fais 130 km pour aller m'entraîner. Ça me prend le temps de l'entraînement, 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir chaque fois. Je vais m'entraîner au Pôle France Marseille, je ne suis pas obligé. Au Pôle France Marseille, je crois que je suis plus vieux que les profs. Je l'ai vu construire le dojo, donc voilà, c'est presque chez moi là-bas. C'est pas facile, hein, mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut et il faut se donner les moyens d'arriver à aller choper nos objectifs, quoi, voilà. Mais oui, on a besoin de toute une infrastructure autour. Médicale, préparation mentale aussi. Alors, préparation mentale, j'en ai pas parlé, On va y mais venir, on va ouais, y venir. ça a été le gros déclic quoi, l'année dernière. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois justement, tu dis que tu vas au Pôle France, quand tu vois les jeunes s'entraîner, il y a une grosse différence avec la façon dont ça se passait à ton époque, que ce soit la façon dont ils s'entraînent, la façon dont ils se préparent physiquement, la façon dont ils sont encadrés, ou est-ce que c'est assez, c'est une continuité et c'est assez proche de ce que toi tu as connu à leur âge? Je vais peut-être pas être très gentil. Ils sont très bien, les minots du Pôle France, ils sont forts, ils acceptent bien de combattre avec nous, tout ça, mais franchement, je crois que le niveau a bien baissé par rapport à l'époque où j'y étais, quoi. Et puis, je suis pas le seul à le penser, et puis c'est la vérité. Quand on regarde les résultats, championnat de Provence, 3e division, en 3e division, tu enlèves les 16 meilleurs Français, ça veut dire qu'il y a tous les meilleurs, sauf les 16 meilleurs Français de la région PACA. Et quand tu vois qu'à 50 ans, tu arrives à monter sur le podium, je suis désolé, de mon temps, à 50 ans, C'était tu dans les bosserais pas tribunes. ton étau, quoi. Ouais, si tu avais Ouais, encore la force d'y être, ouais. 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 Ouais, non, je pense qu'ils sont pas aussi passionnés et acharnés que ce qu'on l'était à notre âge. Il n'y a qu'à voir le nombre d'inscrits sur les compétitions. Bon, je vais encore dire de mon temps, on dirait un nombre préhistorique, mais bon, voilà, c'est la comparaison, il faut la faire avec son temps. Nous, on avait un championnat de district, parce qu'au niveau des Bouches-du-Rhône, on était trop nombreux. Donc, au championnat de district, en moins de 60 kilos, on était 34 en junior. Il fallait rajouter des lignes sur la feuille parce qu'il n'y avait que 32 lignes sur le tableau. Maintenant, les championnats de Provence, ils sont 5 ou 6. Provence, PACA. Donc, on voit bien qu'il n'y a quand même plus le même intérêt. Il y a beaucoup moins de compétiteurs. Ce n'est pas qu'il y ait moins de judokas, c'est qu'il y a moins de compétiteurs. C'est qu'ils n'ont pas tous l'objectif d'être très forts. Et puis, bon, après, voilà, je crois que de fil en aiguille, ils ont plus de loisirs aussi maintenant. Nous, je ne sais pas, on n'avait pas beaucoup de loisirs, on n'avait pas beaucoup de rêves. Notre rêve, c'était de performer dans notre sport. Moi, c'était le judo, mes copains, c'était le foot, il y en avait un en vélo, mais on était tous des compétiteurs, en fait. On était des classes entières de compétiteurs au collège. Chacun dans son sport. Donc, il y a eu Douillet, il y a Riner maintenant. Alors, en plus, ils peuvent parce qu'ils sont grands et très costauds, mais donc c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, on a ces têtes de proue-là voilà, qui font briller le judo français au niveau mondial. Mais derrière, tu estimes qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas le contingent de compétiteurs qui permet d'entretenir des générations au plus haut niveau?
Ben moi, ce dont je te parlais, c'est le niveau du pôle France-Marseille. Oui. Mais puisqu'on vient au niveau français, ben effectivement, on peut pas généraliser ça parce qu'il y a une grosse faille entre l'équipe de France féminine, qui est au top niveau mondial, dans toutes les catégories. N'importe laquelle peut être championne olympique, là. Ou peut-être, si elle peut pas être championne olympique, elle peut être sur le podium. On a une équipe du tonnerre en filles. Et chez les garçons, on a deux chances de médaille. Il y a Teddy Riner et il y a Axel Clerget. Et tous les deux ont plus de 30 ans. Et derrière, là, je suis allé voir le tournoi de Paris avec mon fils parce qu'il aime beaucoup ça. Donc, moi aussi. Donc, on est allé voir le plus gros tournoi français. C'est le seul tournoi du monde où on a 4 judokas par catégorie. Et on ne fait rien. On ne fait pas de médailles. Il n'y a que les filles qui font des médailles. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se dire oui, on a Teddy, les autres ils progressent. Ouais, c'est bien, ils progressent, bravo. Ils ne font rien, quoi. Ils ne font pas de médaille, jamais. Bon. C'est rarissime qu'un garçon ramène une médaille. Donc, effectivement, c'est très inquiétant. Ok. Et je ne sais pas où est la solution. Alors, bah ça, on va laisser ça aux instances qui s'en occupent. Voilà. On va revenir à nos sujets. Alors, en ce qui concerne, on va revenir justement là où on en avait, là où on en était resté, donc avec une démarche encourageante de premier résultat en compétition, une défaite mal digérée qui du coup Ouais. relance la machine et se dit allez hop, on y retourne. Là-dessus, un enchaînement effectivement de bons résultats, de médailles, de finales, mais malgré tout, une série d'échecs relatifs, mais d'échecs Ouais. en Mhm. finale. Et donc, Absolument. qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment, voilà, quelle conclusion t'en tires, comment tu interprètes ça? On va dire que j'avais déjà essayé la préparation mentale, ça m'avait pas mené très très loin, quoi. Ça m'avait ouvert les yeux sur des problèmes, ça m'avait fait penser différemment, mais j'avais toujours ce blocage en finale. Et l'année dernière, j'étais un peu plus à fond dedans. Là, pendant l'été, j'y pensais pas mal. J'avais m'étais fait un petit programme de méditation, je lisais des livres, tout ça, et je suis tombé sur une pub sur Facebook, tout simplement. La pub de Pierre David de l'Académie de la haute performance, où Pierre se présentait en étant un compétiteur de boxe qui a fait 4 fois vice-champion de France, donc il perdait toujours en finale. Moi, je sortais de T'as 4 pas... finales européennes. Ah ben, c'est obligé, ça ne peut pas faire autre chose. Ouais. Moi, je sortais de 4 finales européennes que je perdais contre des mecs que j'avais déjà battus en plus. Et le gars, il fait 4 finales françaises et il dit qu'il ne trouvait pas la solution. Il s'est mis à la prépa mentale, il l'a trouvé. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais son histoire, c'est la mienne. S'il y en a un qui peut me comprendre là-dedans, c'est lui. Et puis je ne sais pas, j'ai bien senti et je ne me suis pas trompé, quoi. Voilà. Quand, quand tu, Je l'ai rejoint dans le programme après. Quand tu dis que tu avais eu d'autres expériences de préparation mentale, c'était à différents moments de ta vie ou de ta carrière ou qu'est-ce que tu étais allé y Oui, chercher bon, ben, la première fois, c'était plutôt des séances psychologiques basées sur la PNL par rapport à des problèmes de comportementaux. J'étais très réactif, voilà, c'était il y a bien longtemps, quoi. Mais oui, ça m'avait aidé à me calmer, ça m'avait aidé à modifier un peu mon comportement, mais voilà, sur le coup, ça allait. Et après, ça ne m'a pas vraiment apporté le déblocage complet. Ensuite, j'ai fait une préparation mentale avec un coach sportif dans un gros centre d'Aix-en-Provence. Pareil, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait relativiser les échecs, qui m'a permis de penser positivement, mais qui ne m'a pas permis d'accéder à la médaille d'or que je convoitais depuis toujours. Et pour moi, n'importe quelle autre médaille, c'est un échec. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, et c'est la réalité. C'était un vrai échec. C'était une C'était médaille vécu comme d'or ça ou en tout échec. cas. Ouais. C'est ce qui compte. Oui, c'était vécu comme Ouais. ça, oui. Ouais, ouais, très, très fort. Et ensuite, j'ai eu une autre prépa mentale, la méthode Target, qui est hyper connue. Alors ça, c'était bien, il y avait plein de schémas, tout ça, ça expliquait sa progression. Et puis là, je voyais bien mes progrès, du coup, parce que c'était tout noté. Ça me plaisait bien, parce que moi qui suis un peu fouillis, de voir les choses écrites, je voyais que j'avançais. Mais encore deuxième, voilà. Et puis je tombe sur la pub de Pierre et là je commence. En plus c'était impossible à faire. C'était impossible à faire. Je le jouais au mois d'août, le championnat il est au mois d'octobre. Il nous reste 6 séances.
pour un programme qui dure 6 mois, ben, on l'a fait en 5 semaines. En accéléré. Voilà. Ouais. Ouais, on a fait un ultra, ultra rapide. Oui, oui. Donc, en 2 mots, ce travail, il a consisté, sans rentrer dans l'intimité de ce que ça a pu révéler, mais il a consisté en quoi et de quelle façon se sont matérialisés après les résultats sur le terrain ou en combat? Quelle différence ça a fait? C'est un travail qui se fait sur l'identité, qui est basé sur des blocages qu'on a par rapport à notre éducation, nos systèmes de valeurs, les claques qu'on s'est pris depuis des années, qui font qu'on ne s'autorise pas à avoir certains traits de caractère dont on peut avoir besoin très souvent. Et à certains moments où on va en avoir besoin pour avancer, pour passer un cap, l'inconscient bloque et puis finalement, on n'y va pas, quoi. En finale, j'avais l'impression d'y aller avec les freins serrés, quoi. J'y allais avec la roue bloquée. C'était exactement ça. Et là, du coup, ce travail sur l'identité qui a été fait avec Pierre m'a permis de me libérer totalement. Tout simplement, de me détacher complètement du résultat, alors que je vivais pour ça, donc je vivais que pour ça, je vivais que tous les matins, je voyais une médaille d'or, je respirais, je mangeais ou je ne mangeais pas d'ailleurs. C'était une médaille d'or, là, puis là, c'était fini. Là, mais en fait, c'est ce que je dis depuis toujours, là, depuis que ça s'est passé, ce championnat du monde, je ne réalise pas d'être champion du monde, je réalise quand on me le dit. Parce que, en fait, je ne suis pas allé faire un championnat du monde, je suis allé faire des combats. Et donc, je suis le champion de mes 4 combats de ce jour-là. Et c'est bien tombé, c'était au championnat du monde. Ça m'a permis de prendre les choses une par une, de me concentrer sur mes techniques, les actions à faire, la tactique, avoir le bon état d'esprit, d'être complètement libéré. J'avais l'impression d'être à côté de la plaque. C'était pas moi, quoi. Ça me faisait peur même. Je me suis dit, putain, mais c'est le jour de ma vie. C'est pas normal que je sois aussi détendu. Eh oui, c'est ça, ouais. Oui, ça m'a fait vraiment peur sur le premier combat. Et puis je le gagne en 6 secondes. Le mec dit champion d'Europe, moi je n'étais que 3e cette année-là, donc 6 secondes, il n'est pas resté longtemps, quoi. Le deuxième, c'était le champion du monde 2010. Ça a duré un peu plus longtemps parce que lui, je n'ai pas pris beaucoup de risques non plus. Mais ça a fait une attaque, quoi, 1 minute. Après le troisième combat, lui, il était difficile. Lui, c'était un Kazakh qui venait de sortir le japonais champion du monde en titre. Et il était très, très dur, ce gars. Et il contrait hyper bien. Il fallait prendre 0 risque. Il ne fallait pas le laisser attaquer. Il fallait faire des attaques sans prendre de risque. C'était un combat très, très, très tactique. Il ne fallait pas se livrer, mais il ne fallait pas le laisser faire. Donc, il fallait y aller. Et je me retrouve au Golden Score. On a 2 pénalités chacun. Le premier qui en prend 3 a perdu, mais je ne l'ai même pas vu, ça. Moi, je n'avais même pas vu qu'on était au Golden Score. Je n'avais même pas vu que j'avais 2 pénalités. Moi, j'avançais et puis c'était bon, ça allait marcher. Alors, juste pour préciser, le Golden Score, ça veut dire que celui qui marque le point a gagné. C'est ça? Ouais, c'est quand le temps de combat est fini. En fait, le premier qui marque a gagné, ou alors le premier qui se prend ses 3 pénalités a perdu. Quoi, voilà. Et donc là, en l'occurrence, il avait 2 pénalités, moi aussi, mais bon, la tactique de ce combat voulait que je reste dans mon plan et dans mon schéma et qu'il fallait aller chercher la 3e. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire, alors qu'avant, je n'aurais pas réussi. Avant, je me serais énervé, j'aurais attaqué, j'aurais pris des risques et je me serais peut-être fait contrer, comme ça m'est arrivé souvent. Et donc, un état d'esprit totalement différent. Là. Et cette finale, pour le coup, parce que jusque-là, tu y étais arrivé, donc c'était mieux, ça se passait mieux, mais le résultat, tu connaissais déjà. Et là, pour passer cette dernière marche, est-ce qu'il y a eu une différence ou est-ce que justement tu as réussi à les aborder exactement comme les précédents, sans même te rendre compte que tu étais en train de jouer une finale? C'est même avant la finale que je me suis rendu compte que ça allait totalement changer, que cette fois-ci, j'étais très très bien. D'habitude, entre la demi-finale et la finale, je continue à m'échauffer, je répète mes mouvements, tout ça. Et là, j'avais besoin de calme. Et en fait, on est tous sur un grand tatami. Et comme j'étais en finale, tout le monde commençait à venir me voir, tout ça. Alors, c'est bien de voir les copains. D'habitude, j'aime bien parce qu'on discute, on s'échauffe ensemble, tout ça. Et là, j'avais pas envie. J'avais envie de calme. J'avais envie de profiter, de me relaxer pour être prêt au bon moment derrière. Quoi. Je ne voulais pas vider mon énergie. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je sentais ça. Et ben, je me suis barré. Quoi. J'ai pris mon kimono, je suis allé à l'hôtel, je suis allé faire ma sieste. Je me suis réveillé un peu tôt, donc du coup, j'ai lu mon livre. C'était un livre que mon prof de judo de sport-études a écrit en plus. C'était super sympa. Quoi. Donc, je lis mon livre.
D'ailleurs, ça parlait d'une grande victoire d'un de ses élèves au Maroc, à Marrakech. J'étais à Marrakech et il y a un Michel dans le livre à ce moment-là. C'était comme quoi c'était bizarre, hein, ce jour-là. J'ai bien fait de le lire, lui. Et puis, je suis revenu tranquille. Et là, j'avais pas envie j'avais pas envie de forcer. J'avais envie de faire un petit échauffement cool. Donc, je me suis fait mon petit échauffement cool. Je suis allé sur ma finale et puis voilà, ça s'est hyper bien passé, quoi. Alors, ça s'est hyper bien passé quand on regarde le déroulement du combat. Par contre, ça a été hyper dur dès la première seconde. C'était un combat très, très, très difficile, mais qui a été abordé avec beaucoup de calme et de sérénité. J'étais sûr de trouver la faille, quoi. Comme en demi-finale, j'étais sûr de trouver. Je ne sais même pas comment dire ça. En fait, je n'étais même pas sûr parce que je n'y ai même pas réfléchi. C'était sûr, c'était déjà tracé, voilà. Je crois que j'étais dans un état d'esprit second où il pouvait m'arriver qu'une chose, c'était de gagner. Et alors, donc, après ça, c'était quoi l'idée avant? Tu te dis, OK, je fais ce championnat-là. Est-ce que tu as déjà une idée de fait que tu vas continuer l'année d'après, ou est-ce qu'il y a, il y a une question à se poser après? Est-ce qu'on repart pour une année suivante? Comment se projette après justement avoir atteint cet objectif, voilà, après lequel on a couru un peu pendant plusieurs années, même si on comprend que là tu l'abordes un peu différemment. Donc du coup, voilà, comment ça se passe après? Mais en fait, je me le demandais, le fait d'avoir ce titre, je me disais peut-être que j'aurais plus envie, mais non, pas du tout, c'est exactement la même chose. J'ai peut-être plus envie de m'embêter autant. Je vais être très libéré au moment d'aller défendre mon titre. Euh, j'ai d'autres objectifs, je ne suis pas champion d'Europe. J'ai gagné les Jeux européens vétérans, mais je n'ai jamais participé aux Jeux mondiaux. Et l'année prochaine, je participe aux Jeux mondiaux au Japon, où mes élèves viennent me voir d'ailleurs. On organise un séjour Ah, avec cool. les enfants du centre où je travaille. Et du coup, ils vont pouvoir profiter de venir s'entraîner au Japon avec nous, avec l'équipe de France vétérans et des enfants japonais. Ils vont nous supporter pendant les combats et puis on va passer 15 jours là-bas ensemble. Ah, super Donc, expérience, des ça, ouais. objectifs sportifs. Ouais, mais on l'a déjà fait. On l'a fait à Miami, enfin à Fort Lauderdale, il y a 3 ans. Il y avait le championnat du monde et 4 enfants judokas du centre où je travaille étaient venus m'encourager, quoi. Et puis, c'est une expérience magnifique Et puis parce là, au qu'ils Japon, en ils sont plus, là. Donc, c'est ouais, c'est ça. C'est ça. le C'est le pays du judo. berceau, Ouais. c'est ça. Exactement, oui. Ouais, ouais, c'est un beau rêve, ça. Donc, il ne m'a pas effleuré l'esprit une seule fois d'arrêter de m'entraîner. D'ailleurs, là, on est confiné. Ben, du coup, moi, je suis confiné sous ma barre de muscu et avec mon kimono, hein. Ce matin, je suis allé courir. Demain, c'est vélo. Voilà, j'ai 3 entraînements par jour. Donc, je prends tout ce que je peux prendre et je progresse de tout ce que je peux. Voilà. Tu as évoqué la différence d'approche de la compétition suite à ce travail que tu as effectué. Est-ce qu'il y a aussi, de la même façon, une différence d'approche de l'entraînement et j'ai envie de dire peut-être de la vie en général? Est-ce que tu ressens ces différences-là dans ta façon d'aborder les différents domaines et notamment, commençons par l'entraînement? Oui, absolument. Mais je l'avais déjà senti pendant la formation avec Pierre, avant d'aller au championnat du monde. Je l'avais dit à un moment, j'avais un plan d'action, hein. On a tous un programme d'entraînement. 10 jours avant la compète, c'est le moment où les entraînements sont les plus durs. Puis après, on va redescendre petit à petit. Et ben, si ça n'a pas raté, ben, je n'avais pas envie d'y aller, et ben, j'y suis pas allé. Voilà. Et puis, j'y suis pas allé, mais je ne l'ai pas rattrapé par autre chose. J'y suis pas allé Ouais. parce que j'étais fatigué, donc je l'ai rattrapé par du repos. J'ai fait une séance de préparation mentale technique, on va dire. Voilà, j'étais dans mon judo au meilleur niveau de ce que je pouvais donner ce jour-là. Parce que sur le tapis, je n'aurais pas donné le meilleur ce jour-là. Et voilà, après, je ne sais pas, c'est peut-être un piège, mais non, là, franchement, c'était bien senti et c'est ce qu'il me fallait, quoi. C'est ce qu'il me fallait. Maintenant, j'arrive à m'autoriser complètement de changer complètement d'entraînement. Il m'arrive, par exemple, ici, de me dire aujourd'hui, je ne fais pas de musculation, aujourd'hui, je fais une séance d'étirement. Ça ne m'est jamais arrivé, ça. Séance d'étirement, mobilité. Voilà, parce que j'en ai besoin, parce que c'est complémentaire et parce que je n'ai pas le temps d'habitude. Du coup, Cette je profite. variation à quelques jours de la compétition, tu penses que c'est quelque chose que tu te serais jamais autorisé auparavant, ça?
Ah non, ah, Ouais, jamais. Ah, j'aurais jamais raté un cours. Et j'aurais pas pu me regarder dans la glace le lendemain matin, c'est pas ouais, possible. Alors que là, je l'ai fait en pleine conscience et puis je savais que c'était ça qui était bien, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Parce que ouais. j'étais grillé. Et puis voilà, il fallait récupérer un petit peu pour être mieux à l'entraînement d'après. Et puis de toute façon, l'entraînement, depuis que j'ai 14 ans, je suis à fond, moi. Mhm. C'est facile, hein. Oui, oui, Voilà, c'est on pas perd une. pas trop, Ouais. hein. A priori, le volume est là, quoi. Ouais, Les bases sont ouais, là, c'est quoi. ça. Les réflexes aussi, Ouais, donc il suffit. Ouais, bon, après, non, il faut travailler encore. Je continue à travailler dur, mais pas tout le temps. Voilà, j'ai compris qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Ça, je l'ai compris au triathlon d'ailleurs, avec les grands champions de triathlon qui se laissaient dépasser à la sortie de la semaine et qui disaient, ben ouais, vas-y. Et dimanche, mais c'est pas le jour tu aujourd'hui. verras que l'arrière. Ouais, Voilà, ouais, dimanche, tu verras que l'arrière de ma selle. Et ouais, c'est ouais, exactement ça, quoi. ouais. Ah, ouais, ça Est-ce, s'apprend petit à petit. est-ce que tu projettes à long terme, toi, ou est-ce que tu vois étape par étape? Là, par exemple, voilà, aujourd'hui, tu viens de passer un. Alors, je ne sais pas si ça a du sens pour toi, hein, tu vas passer un cap, tu as juste au-dessus de 50 ans. Est-ce que tu fais des plans à long terme ou est-ce que tu prends les choses comme elles viennent? Non, j'ai envie de profiter de cette carrière-là parce que je ne fais pas de plan, parce que je ne sais même pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas si ça va durer. Comme on disait tout à l'heure, tout dépend de l'investissement des sponsors. Si je n'ai pas de sponsor, j'y vais pas, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne vais pas mettre le budget familial en péril Mm. pour aller gagner 2 médailles au bout du monde, même si c'est un rêve, même si c'est très important. Là, j'en parle comme si c'était qu'accessoire, mais c'est quand même que du loisir. Voilà. Mm. Donc, si je peux, je le ferai à fond, comme je l'ai toujours fait. Si je ne peux pas, je ne le ferai pas. Je crois que en fait, je ne me fais jamais trop d'idées. J'attends de voir et j'avance où j'ai envie d'aller, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme l'entraînement en ce moment. Normalement, c'était un entraînement dédié au championnat d'Europe. Alors, je sais que j'ai plein d'amis qui le championnat d'Europe est repoussé, il sera sûrement annulé. Mm. Donc, ils ont lâché le morceau. Ben moi, je ne m'entraîne pas pour le championnat d'Europe. Moi, je m'entraîne pour être le plus fort possible dès qu'on va nous libérer. Donc, c'est impossible de changer de ligne de conduite, quoi. Pour être le Mm. plus fort possible, il faut s'entraîner au top. Pas en quantité, en qualité, en variation d'exercice, d'intensité. Mais voilà, on n'a rien d'autre à faire en ce moment. Donc, c'est le moment de se professionnaliser, du coup. Ouais. Là, c'est Est-ce, vraiment du sur-mesure, quoi. est-ce qu'il y a d'autres domaines de ta vie dans lesquels tu as enfin, des accomplissements ou des sensations ou l'impression de réaliser des choses qui sont comparables à ce que tu réalises en sport? Ou est-ce que vraiment c'est dans cet univers-là que tu trouves tu vois, l'espèce de quintessence de qui tu es et de ce que tu as à donner? Ouais, je viens de tomber les 2 pieds dans la préparation mentale. Là, en fait, j'y suis tombé déjà depuis que j'ai fait le programme avec Pierre. Du coup, j'ai passé un certificat de préparateur mental par un autre organisme, puisque Pierre ne fait pas de formation, que j'ai réussi à avoir. Et là, ouais. Donc, du coup, il y a un petit jeune champion de judo belge qui m'a joint pour me demander mon avis sur l'académie la semaine dernière. Alors, je lui ai donné mon avis. Je ne vais pas lui dire trop de bêtises puisqu'il s'y est inscrit. Et Pierre m'a dit, mais franchement, il te correspond tout à fait. Tu ne te sens pas de te lancer. Et moi, j'ai dit, oh là 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 là, oui. Et voilà. Donc, ça, je suis en pleine révision. Là, j'ai des papiers partout. Je suis dans D'accord. mes cours vidéo et je prépare ça à bloc. Et ouais, ça me passionne parce que je sais que ça change la vie, quoi. Tout simplement. Et c'est une arme redoutable pour les gens qui s'y mettent. Euh, voilà, pour l'avoir vécu, j'en suis intimement, complètement convaincu, quoi. Est-ce C'est la clé du succès. Est-ce que tu penses que, donc là, tu te sens forcément une légitimité particulière et puis une affinité, une proximité aussi avec cet athlète parce que c'est un judoka. Est-ce que tu vois, même pour toi, la possibilité de transposer ça à n'importe quel. Est-ce qu'avec un peu plus d'expérience, tu te verrais accompagner n'importe qui dans n'importe quel sport ou même dans n'importe quel domaine? Parce qu'au final, on travaille avec un être humain et c'est à lui de savoir comment il va mettre ça en œuvre dans son domaine, mais ce n'est pas toi qui vas lui donner ces clés-là, quelque part. Tu Ouais. sens la transposition dans d'autres domaines et tu aurais envie de le faire ou est-ce que tu veux rester spécialisé dans le judo?
Alors non, je ne veux pas rester spécialisé dans le judo et je l'ai déjà fait. Alors je l'ai déjà fait, on va dire, un peu forcé. J'ai ma petite nièce qui est une championne de tennis et qui me rappelle quelqu'un à son âge, qui est très caractériel, qui supporte pas plein de choses, qui s'énerve très vite, etc., etc., etc. Et il s'est trouvé que pendant que je venais de finir la formation avec Pierre, j'étais en train d'envoyer les documents pour passer mon certificat de préparateur mental et j'avais besoin d'inventer un suivi en direct. Donc moi, je ne l'ai pas inventé, le suivi. J'ai fait le suivi de ma petite nièce en 2 jours. Elle avait un tournoi hyper dur pendant que j'étais là-bas chez elle. Là, c'était en Lozère. Et donc, j'ai fait ce suivi en 2 jours avec elle. On a construit un programme qu'elle continue à suivre maintenant. Alors, elle n'a pas gagné le tournoi. Elle a fini troisième, mais elle n'a cassé aucune raquette. Elle n'a pas insulté sa maman. Ah, ça, c'est déjà, ouais, ça, c'est une très bonne chose. Ouais. Et c'est vrai que je lui ai dit, moi, au tennis, je ne comprends rien. Il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu me dises de quoi tu as besoin. Et elle me dit, mais c'est pas grave parce que ça, mon prof, il est super à l'écoute. On en parle et puis c'est lui qui me donne les armes que j'oublie quand il faut que je les emploie. Elle dit, c'est pas ça qu'il me faut. Donc, je crois que le travail sur l'identité, ça peut oui, oui, je pense que c'est utile pour tout le monde, pas uniquement dans le sport d'ailleurs, pour tous les sports, mais pour tous les domaines de vie. Alors justement, en parlant d'utilité, si tu avais quelques conseils, tu arrives à l'âge où tu peux te permettre de donner des conseils, c'est ça qui est bien, c'est à nos âges, parce que je peux me permettre de le dire, j'ai presque le même âge que toi, où on peut se permettre de donner quelques conseils sans avoir l'air trop prétentieux. Euh, S'il y avait plus que des conseils, peut-être des indications ou peut-être des bonnes questions à se poser à des jeunes comme ça qui se lancent dans un projet sportif et qui doivent concilier tout ça, le fait de dire je suis un jeune de 16 ou 18 ans, j'ai ma vie de jeune, mais j'ai ma passion, comment voilà, donner la place à chacun, comment m'embarquer à fond là-dedans et comment m'y prendre pour réussir, et aux accompagnants aussi. Est-ce que tu estimes que ton expérience et ton chemin t'a donné quelques éléments qui peuvent aider des gens à prendre quelques bonnes décisions ou à se poser de bonnes questions à ce stade? Oui, sûrement, oui. Je dirais que, en fait, il faut suivre son cœur et ses rêves. Il faut se donner à fond dans un domaine de vie qui nous correspond. Et si le sport nous a plu, mais n'est plus notre moteur actuellement, c'est pas la peine d'aller à fond dedans. Si on n'en a plus envie, il faut trouver son moteur et aller à fond dans son moteur. Maintenant, si le sport est ton moteur, oui, effectivement, il faut pas se poser de questions. Euh, il faut absolument pas se mettre de pression. Il faut pas focaliser sur du résultat, il ne faut pas penser progression, penser performance personnelle, amélioration, plaisir, c'est très important. On oublie vite le plaisir quand on est dans le haut niveau et dans la performance. Donc, c'est important de se refaire des petites séances rigolotes, soit avec des copains, soit avec des enfants, par exemple. C'est ce que j'arrive à faire maintenant. Je crois qu'il faut rêver très, très grand. Il faut bosser aussi dur, pas plus. Il faut rêver grand, il faut bosser aussi dur, il faut croire en soi, il faut donner tout ce qu'on a. Ensuite, on est le meilleur de soi-même et puis je crois que c'est là l'essentiel. Après, autre chose que j'aimerais, oui, pour les accompagnants, c'est très important. Les accompagnants, c'est super bien. Il faut accompagner gentiment. Voilà, tout simplement. Vos enfants, ils font du sport, c'est beau, ils sont courageux, il faut leur dire bravo. Bravo d'y aller, de montrer que tu es courageux et que tu sais ce que tu veux, que tu es persévérant. Voilà, c'est tout, ça suffit. Le reste, ça met trop longtemps à se débloquer, ça met 51 ans après. Eh ben super, c'est un beau mot de la fin. Merci Michel pour cette heure et quart. Tu vois, on avait dit c'était Merci beaucoup, Franck. 1 heure et quart.